Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous accueillons Apas. Il est coach mental sur la plateforme Mental in Game, mais peut-être que certains le connaissent aussi sous son vrai nom. Il s'agit de Marc Dugénie. Alors, il est spécialiste en psychologie du sport et de la performance. Il est passionné par la préparation mentale. Il est auteur aussi de deux ouvrages qu'il a écrits, dont un qu'il nous présentera tout à l'heure sur les biais cognitifs. On va découvrir ensemble ce jeune préparateur mental totalement investi et au service de ces sportifs et e-sportifs qui souhaitent atteindre un meilleur niveau de performance dans leur pratique. Bienvenue à tous sur Mental in Game, première plateforme de préparation mentale e-sport. Salut Apas. Première question, comment vas-tu ce soir? Salut, du coup ça va nickel. Et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Donc, ce soir, on va parler de préparation mentale. Évidemment, on va parler un peu de toi dans un premier temps. Et puis, on a surtout hâte, dans cette troisième partie, que tu nous présentes un outil de la préparation mentale. Ça va être l'objet de cette prochaine heure qui est devant nous. Allez, c'est parti. Si tu veux bien, je commence avec cette première question. Où est-ce que tu résides actuellement à Passe? On aimerait savoir. Nos coachs sont un peu partout en France. Toi, où tu te situes? Ouais, alors du coup, je me situe dans la région, de Metz, enfin dans le coin de Metz, à Metz quoi. Ouais, Mais après, enfin, je sais pas si c'est réellement important dans le sens où, du coup moi, les sportifs et les e-sportifs avec qui je travaille, c'est uniquement en visioconférence, en tout cas pour le moment. d'accord. J'ai pas de barrière de pays ou quoi que ce soit. Je peux même travailler avec des sportifs qui sont en dehors de la France. Bon, alors évidemment, il faut s'adapter avec le décalage horaire, mais pour moi, la question de la localisation, c'est pas forcément quelque chose de très, très important, en tout cas à l'heure actuelle. Alors, en fait, c'est simplement pour situer un petit peu où tu es en France. En fait, je viens de me rendre compte que Lilaka, notre coach mental aussi sur la plateforme, habite pas loin de Metz. Et puis, OK. notre cofondateur Guillaume est pas très loin Oui, aussi. Je crois que Nancy, c'est pas si loin que ça. Je me trompe? oui, c'est pas loin, c'est Ouais, pas c'est loin. pas très loin, hein. Voilà, Ouais, même si la plupart aujourd'hui des coachings se font en visio. Du coup, deuxième question. Tu as fait du basket ouais et plus j'en fais jeune toujours. et je crois que tu en fais toujours, effectivement. Ouais. Tu joues, je crois, en départemental, voire en régional. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Du coup, là actuellement, je joue en pré-régional, donc c'est, entre la départementale et la régionale, si tu veux. D'accord. Tu as commencé à quel âge déjà? Alors j'ai commencé à 13 ans, donc c'était assez tard, j'étais en 3e, 13 ou 14 ans. Franchement, j'ai direct beaucoup aimé et ce qui a un fait assez intéressant, je pense, du coup, moi j'étais aussi, joueur de LoL, d'où le pseudo Apas. Un fait assez intéressant, c'est que moi je vois beaucoup de similitudes justement entre, le basket et LoL, notamment, déjà par exemple par le fait que c'est tous les 2 du 5 contre 5. Ouais. On retrouve beaucoup de dynamiques similaires en termes de cohésion d'équipe, de leadership et cetera, et que chacun en fait a un rôle, bien précis. Enfin, au basket, on a le meneur de jeu, l'ailier, le poste derrière, l'ailier fort et le pivot et voilà, sur LoL, on a, le top laner, le jungler, le mid laner, la DK et le support et donc voilà, il y a vraiment 5 postes bien précis où chacun a son rôle, Et qu'est-ce qui t'a et motivé, aussi étant plus jeune, à faire du basket? alors forcément, comme beaucoup de monde, je dirais, déjà là où généralement on a l'impression d'avoir un plutôt bon niveau, on se passionne généralement plus facilement pour les choses dans lesquelles on a un plutôt bon niveau, et je pense que moi je cours rapidement et cetera. Du coup, assez rapidement, voilà, j'ai pu me prendre de passion par le fait que j'arrivais aussi assez bien à performer. Ouais. Mais sinon, je sais pas forcément exactement bien comment le décrire, mais juste, ça me fait plaisir, par exemple, d'entendre, le bruit d'un ballon rentrer dans un filet ou, ce genre de choses, assez, intrinsèques, en fait, à la pratique, mais juste, voilà, je prends du plaisir en pratiquant ce sport. Ouais, tu prends simplement du plaisir en pratiquant ce sport. Quand tu mets Ouais, un 3 points et que tu entends le filet faire. Ça, c'est quelque chose exactement. qui motive ou en tout cas qui fait plaisir. Et du coup, tu as peut-être une compétition, enfin, c'est un championnat Ouais, c'est ça, ouais. comment ça se passe là pour les Ouais, c'est ça. prochaines échéances? Ouais, là, j'ai eu un match le week-end dernier, j'ai un match le week-end prochain, donc oui, oui, il y a de la compétition. Est-ce que tu travailles ton mental maintenant que tu es préparateur mental et spécialiste en psychologie de la performance? Est-ce que toi, tu as appris à utiliser des outils sur toi qui t'ont permis de gérer une problématique, par exemple? Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je raconte l'histoire assez en détail, sur la page de mon site internet, mais comme je le raconte du coup sur cette page, j'ai pu vivre, l'anxiété de performance dans le basket. À ce jour, ça va beaucoup mieux. Donc l'anxiété de performance, c'est quelque chose qui peut être assez commun, mais qui voilà, qui touche, on va dire, avec une force, différente, tout à chacun. Certaines personnes ne sont pas du tout touchées par ça, hein, mais après il peut y avoir voilà un spectre, différent
force de l'anxiété de performance chez tout à chacun. Ça se traduit comment Euh, l'anxiété de performance en fait? C'est quoi exactement? Ouais, c'est le fait de, ben, comme le nom le précise, être anxieux par rapport au fait de devoir faire une performance. Ça peut très bien être à l'école avant de devoir faire un examen et qu'on sait que du coup on va être évalué, qu'on va Mhm. être jugé. Mais ça peut être aussi, par exemple, dans l'e-sport, quand on va à une LAN ou voilà, dans le sport avant de faire une compétition. Donc voilà, dès qu'on se sent évalué, jugé sur notre performance. Mais ça peut être aussi même, par exemple, à un entraînement, même dans l'e-sport, si on sait si on perçoit en tout cas que peut-être nos coéquipiers ou peut-être notre entraîneur, si on a la chance d'en avoir un dans l'e-sport, va nous juger. Donc c'est le fait d'être assez anxieux par rapport à cette idée de devoir faire une performance ou peut-être aussi de devoir être jugé. Alors psychologiquement, ça peut se traduire plutôt par du doute. Des questions qui vont s'enchaîner comme ça. Par exemple, est-ce que je suis à l'auteur? Est-ce que, j'en sais rien, est-ce que mon Rumble, par exemple, sur League of Legends, il est assez solide pour tenir cet adversaire sur la top lane? Ouais, Qu'est-ce que je fais si, par exemple, je me fais First Blood? Est-ce que, par exemple, l'adversaire, il va pas totalement dominer la lane? Voilà, bon, beaucoup de pensées et plutôt du doute, de l'inquiétude. ok. Donc ça, c'est plus comment ça se traduit au niveau psychologique. Maintenant, plus au niveau physiologique, donc au niveau du corps, ça peut caractéristiquement se traduire par la boule au ventre, les mains moites, avoir envie d'aller aux toilettes plus souvent. Ça peut être aussi les mains qui tremblent ou les jambes qui tremblent Ouais, potentiellement. ouais. Ce serait super intéressant de savoir justement comment toi, tu as pu gérer ça dans le cadre sportif et du basket. Alors déjà, je dirais que c'est le fait d'avoir vécu ça quand j'avais peut-être 15-16 ans dans le basket qui m'a amené par la suite à me diriger bah, du coup dans ce que je fais actuellement professionnellement, c'est-à-dire le métier de psychologue du sport et préparateur mental. Avant, tu m'as présenté comme coach mental, mais moi, j'aime pas trop cette appellation. Qu'est-ce qui te chagrine dans cette appellation? Bah, c'est notamment le terme de coach et du coaching. Par exemple, quand on va en formation de coaching, on voit pas du tout les mêmes choses que quand on est issu d'une formation plus de psychologie comme moi. Je dirais que c'est deux méthodes d'agir qui peuvent être assez différentes. Donc toi, tu préfères qu'on te présente sous quelle forme finalement? Psychologue du sport et préparateur mental. Psychologue du sport et préparateur mental. Donc tu es psychologue de formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais, tu as ce titre-là, tu peux c'est ça, recevoir en cabinet pour c'est ça, des prestations de psychologie pour, c'est ça. et que spécifiquement dans le sport ou je sais pas moi si j'ai de l'anxiété dans ma vie classique IRL, est-ce que tu peux traiter? Du coup, moi, le master que j'ai fait, il est spécialisé dans la psychologie du sport. C'est vrai que je me sens plus à l'aise sur ce type de problématique parce que j'y suis beaucoup plus spécialisé que Mhm. dans d'autres problématiques. Après, de l'anxiété, enfin, après aussi, dans mes accompagnements, souvent, voilà, on parle pas que du sport non plus, même si c'est pour ça que la personne vient à la base et souvent, ça peut déboucher un peu plus sur la vie de tous les jours, même si en général, c'est pas non plus le cœur du sujet, on va dire. Et de l'anxiété, je pense que je pourrais me sentir assez compétent parce que voilà, ça reste assez proche au final de l'anxiété de performance, d'autres formes d'anxiété. Mais après, sur d'autres choses, je pense que je me sentirais quand même moins compétent. Et de toute manière, à l'heure actuelle, je travaille que avec des sportifs. Si quelqu'un me contacte pour une problématique d'ordre psychologique, mais qui n'a pas de lien avec la psychologie du sport, je préfère plutôt le renvoyer vers quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Alors du coup, tu as écrit deux ouvrages en auto-édition. De mémoire, le premier s'intitule L'imagerie mentale en sport. Exact. Et le dernier, c'est alors comment déjouer les biais cognitifs, 35 biais cognitifs décryptés pour comprendre la psychologie et débloquer une pensée rationnelle. Marc, peux-tu nous expliquer plus simplement ce qu'on va trouver dans le livre? Déjà, il faudrait peut-être définir ce que c'est un biais cognitif. Ouais, Alors, un biais cognitif, je dirais que c'est une erreur de raisonnement. C'est une erreur de raisonnement que on fait sans forcément s'en rendre compte. Alors, si tu veux bien, on va faire un petit test. ouais, C'est pas forcément le test le plus représentatif de ce que c'est un biais cognitif. Mais par exemple, si je te dis une balle de tennis et une raquette coûtent à L2 5,10 €. La raquette coûte 5 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? 10 centimes. Voilà. Donc là, tu es tombé dans le biais cognitif. La balle, elle coûte pas 10 centimes, mais instinctivement, si on essaye de répondre rapidement sans vraiment se poser bien sur le problème, on va répondre 10 centimes. Du coup, la vraie réponse, c'était 5 centimes, parce que la raquette, pardon, coûte 5 € de plus que la balle, et le tout coûte 5,10 €. Du coup, ça veut dire que la balle coûte 5 centimes et que la raquette coûte 5,05 €, parce que D'accord, la ok. raquette coûte 5 € de plus que la balle.
et Ah que oui, tout est à d'accord, 5,10 €. effectivement, en se posant un petit peu plus, parce que pour le coup, j'ai eu presque peur de répondre en me disant, attends, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Et j'étais sûr de moi en disant 10 centimes, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve, ça va pas aller dans son sens. Mais oui, effectivement, dans ce raisonnement, effectivement. D'accord, ok, Ouais, donc. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que dans mon cerveau, j'ai dit 10 centimes finalement? ouais. Mais après aussi, c'est peut-être un peu dû parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont voir ça, que du coup, là, tu devais répondre rapidement et ça a encore plus enclenché le biais cognitif, on va dire, Sûrement, de savoir que tu sûrement, je te étais, l'accorde. que tu étais observé. Ce qui a fait ça, bah, en fait, c'est simplement que si tu veux, notre cerveau, il est mal codé, on va dire, ou en tout cas, il n'est pas très bien adapté au 21e siècle. C'est-à-dire que notre cerveau, il a très peu évolué depuis ces derniers 100 000 ans, on va dire. Et du coup, il est câblé en fait encore pour la survie, pour l'époque où on était un homme de Cro-Magnon, on va dire. Vraiment, il a très peu évolué, la technologie, tout ça, il est pas très, il est pas très adapté, on va dire, pour l'époque dans laquelle on vit, et il est vraiment adapté pour survivre. Par exemple, si je présente un biais, le biais de négativité, c'est le fait qu'on va mieux retenir les informations négatives plutôt que les informations positives. Typiquement, c'est pour ça que dans les journaux d'information ou dans les titres des journaux ou même des vidéos YouTube ou quoi, généralement, ils vont plutôt être tournés vers le négatif. On préfère les Euh, dramas, nous. exactement. Du C'est plus coup, intéressant. en fait, ça s'explique par le fait que notre cerveau, il a pas beaucoup évolué et que du coup, il y a ce qu'on appelle en psychologie évolutionniste un mismatch, c'est-à-dire qu'il y a un décalage en fait entre l'évolution de notre cerveau actuel et la période dans laquelle on vit. Puisque, bah, à l'heure actuelle, la survie, c'est plus vraiment un enjeu. On n'a plus besoin d'aller chasser notre nourriture, etc. Mhm. À l'heure actuelle, on vit plutôt qu'on survit. Ouais. Du coup, par rapport au biais de négativité, pourquoi est-ce que pour la survie, c'est utile de plus retenir les informations négatives? Bah, tout simplement parce que si par exemple j'ai ma réserve de viande, par exemple, qui est en train de pourrir, bah, il faut que j'accorde beaucoup plus d'importance à cette information que à l'information que, j'en sais rien, l'hiver est en train de finir et le printemps arrive. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Du coup, voilà, il faut que j'accorde de l'importance à cette information que ma viande est en train de pourrir et il faut que je m'en occupe, soit pour aller chasser plus de viande, soit essayer de trouver un moyen de arrêter le fait que ma viande est en train de pourrir, quoi. Ouais. Donc voilà, pour la survie, c'est très important d'accorder de l'importance aux informations négatives. Et donc ça, c'est un exemple de biais cognitif qui nous vient du fait que notre cerveau est pas assez évolué par rapport à l'époque dans laquelle on vit, on va dire. Donc c'est ce que enfin, c'est ce que tu expliques dans ton livre, c'est que tu les décryptes, ces Oui, 35 biais cognitifs, et débloquer une pensée rationnelle. Il y a oui. un exemple là-dessus, parce que j'aimerais bien vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'une pensée rationnelle. Enfin, je pense savoir, mais je suis pas certain non plus. Du coup, bah, par exemple, le biais de négativité, c'est un biais qui peut amener à ne pas avoir une pensée rationnelle, parce que du coup, si on a une liste d'informations face à nous et qu'on va devoir émettre des jugements ou en tout cas traiter cette information-là, sans nous en rendre compte, le biais de négativité va être en jeu et va nous faire retenir plus les informations négatives que les informations positives. Et j'ai un potentiel exemple. Si imaginons que tu es un jury pour juger une personne qui a commis potentiellement un acte répréhensible, peut-être que tu vas plus te souvenir des faits pour lesquels ils sont inculpés et que tu vas pas beaucoup prendre en compte, ou en tout cas peut-être pas assez prendre en compte, toutes les choses bien également qu'il a pu commettre dans sa vie. Et du coup, peut-être que ton jugement à son égard sera partiellement erroné et du coup, ta pensée ne sera pas totalement rationnelle, de par ce biais cognitif. D'accord, ok. Donc, ouais, en fait, on décrypte comment réagit notre cerveau par rapport à ces biais-là. Et puis l'idée, c'est d'avoir quoi, du recul là-dessus, ou est-ce qu'on peut C'est ça. vraiment agir sur ce genre de pensée négative? Alors, ouais, on peut pas agir directement sur ce mécanisme automatique, c'est-à-dire que notre cerveau, il va retenir plus favorablement les pensées négatives, enfin les éléments négatifs en tout cas, sans qu'on puisse y faire grand-chose. Mais là où on peut agir, c'est après coup, on va dire. On peut se dire, ah ok, là je suis peut-être emprunt au biais de négativité, et bah, peut-être que je devrais essayer de réévaluer les informations. Mais justement, par rapport à ça, une solution que je donne dans mon livre pour faire face au biais cognitif, c'est bah, d'expliquer qu'en fait, on est sûrement la personne la moins bien armée pour comprendre quels sont nos biais cognitifs. Et c'est plus les autres qui, eux, pourraient plus facilement remarquer quels sont les biais cognitifs desquels on est victime et qui pourraient nous dire, ok, là, je pense que ta pensée, elle n'est pas totalement rationnelle. Ah, ce sera un élément extérieur, enfin une personne extérieure Ouais, qui pourrait ouais, être en mesure d'évaluer c'est ça. notre situation. Plus facilement, ouais. Ouais. Ok, ok, bah écoute, c'est intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre aujourd'hui?
Du coup, mon livre, il est sur Amazon. Si vous tapez biais cognitifs, sûrement qu'il ressort dans les premiers, mais sinon, si vous tapez comment déjouer les biais cognitifs, là, c'est sûr que vous allez le trouver. Je crois que même plus simplement, j'ai tapé Marc du génie sur Google, Ouais, ton, ouais, c'est fort ton livre probable. apparaît. En tout cas, Amazon apparaît. Et dis-moi, c'est quoi ton jeu préféré sur la scène e-sport ou gaming de manière générale? J'en ai brièvement parlé, effectivement, c'est LoL. Du coup, je jouais à LoL plutôt quand j'étais au lycée, mais je m'intéresse toujours pas mal à la scène compétitive sur LoL. Ok, Je suis notamment un fan de la cassée. ouais, ok, forcément. Par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que très tôt, je me suis aussi intéressé à l'aspect psychologique dans LoL. Et notamment, je sais pas si tu vois, mais sur LoL, souvent, le client, quand on lançait des parties, si tu veux, en haut, il y a l'équipe du haut et Mhm, en bas, il y a l'équipe du bas, mhm, avec les 5 personnages qui sont montrés. ouais, Et au milieu, il y avait des petites phrases. Et il y en a une, je l'ai plus exactement en tête, mais ça devait être quelque chose du genre les joueurs qui ne flame pas ou qui ne critiquent pas leurs adversaires gagnent 37% de parties en plus. intéressant, j'ai jamais vu cette phrase. Et du coup, moi, j'étais vraiment à fond là-dedans. Déjà, je flamais jamais personne. Et même quand il y avait des alliés dans mon équipe qui étaient en train de se flame, moi, j'étais plus sur l'aspect psychologique de la game, en fait, qu'en train d'essayer de jouer la game. J'essayais de, comment dire, de faire le médiateur entre les deux personnes de mon équipe qui pouvaient être en train de se flame, pour essayer de calmer les tensions. Et Et alors, vraiment, ça dès que marchait? quelqu'un... Ça pouvait être compliqué quand même. Surtout que, surtout que le public de League of Legends a une mauvaise réputation, on va dire. S'il y avait un coéquipier à moi qui effectuait, qui ratait un plays, directement j'allais dans le chat pour l'encourager, essayer d'être un nice guy, on va dire, et d'une certaine manière déjà soutenir mentalement, on va dire, mon équipe sur League of Legends. On aimerait bien avoir des coéquipiers comme toi plus souvent. Je pense que de toute Ouais, façon, peu importe la scène e-sport, quand tu lances en solo queue, on en parlait avec Dogbrain, ça met tes nerfs à rude épreuve. Tilter, c'est facile quand t'es en solo queue, donc c'est pas évident, mais moi, c'est pareil, je joue sur CSGO et j'essaye parfois de calmer les tensions quand il y en a et de se focus plutôt sur la game plutôt que de s'insulter en permanence pour dire ce que tu as fait juste avant, c'était nul. Ça n'a aucun intérêt dans la game et il vaut mieux se concentrer sur ce qui est après, mais c'est comme c'est ça. ça. On passe sur la deuxième partie, si tu le veux bien, Ouais. et j'aimerais savoir, selon toi, en fait, comment tu vois la préparation mentale. Est-ce que tu pourrais nous donner ta propre définition de la préparation mentale, s'il te plaît? En fait, tout est dans le terme préparation mentale. Donc la préparation mentale, pour moi, c'est tout ce que vous pouvez faire, tout ce qu'on peut faire pour se préparer mentalement à une échéance, un événement. Si pour vous, j'en sais rien, vous lavez les mains par exemple avant une game, ça peut être quelque chose qui vous peut vous aider, en tout cas mentalement, à mieux performer. C'est peut-être une manière pour vous de vous préparer mentalement. Après, il y a aussi plus le côté entraînement mental, on va dire, où là, du coup, c'est tout ce que vous pourrez travailler avec un préparateur mental. Toutes ces techniques, tous ces outils, les routines, la relaxation ou encore l'imagerie mentale. Et évidemment, il y a aussi plus ce côté accompagné par quelqu'un plutôt que de l'auto-préparation mentale. Il y a aussi tout ce côté prise de conscience où du coup moi en préparation mentale, je travaille aussi beaucoup au fait de faire prendre conscience de certaines choses que je juge utiles aux sportifs avec qui je travaille. Du coup typiquement par exemple, si le sportif n'a pas conscience que il y a certains éléments qui l'énervent ou qui peuvent le stresser et sur lesquels il a aucun contrôle, du coup je vais essayer de lui faire prendre conscience que ces éléments qui peuvent l'énerver ou le stresser et sur lesquels il n'a aucun contrôle, la seule chose qu'il peut faire par rapport à ça, c'est de les accepter. D'accord? Du coup, voilà. Si je remarque des éléments dont il n'a pas encore totalement conscience et qui sont négatifs à sa performance, du coup, on va, mais du coup, là, plutôt par des techniques d'entretien, lui permettre d'en prendre conscience. D'accord, donc Je sais finalement, pas à quoi ça si va lui servir à un joueur e-sport de se préparer mentalement? beaucoup de joueurs e-sport ou même de sportifs seront d'accord pour dire que généralement, à chaque fois que je demande à des sportifs, à votre avis, c'est quoi le pourcentage qu'on pourrait donner à l'importance du mental dans la performance? Généralement, ils vont tous me dire un score compris entre 30 et 90%. Et généralement, c'est vraiment des scores plutôt élevés. Tout le monde sera d'accord pour dire que bah, voilà, le mental, c'est important. Je pense qu'on peut du coup essayer, enfin il y a cette approche qui essaye plutôt de dire, ok, le mental ça a tel pourcentage d'importance, le physique ça a tel pourcentage d'importance, le technique ça a tel pourcentage d'importance et le tactique ça a tel pourcentage d'importance. Mais, et je pense plutôt à l'anxiété de performance, je pense qu'on peut aussi voir le mental comme un cadenas qui, si il est bloqué, là ça va être compliqué pour vous. Et du coup, il faut agir sur le mental pour débloquer ce cadenas et vous permettre de plus vivre cette anxiété de performance.
Si le cadenas il est ouvert, là, ok, il pourra toujours avoir un impact sur la performance, mais c'est pas ça qui va non plus forcément totalement la réduire en cendres, on va dire, comme ça peut être le cas parfois dans l'anxiété de performance. Pour donner un petit peu plus de choses concrètes Mhm, à ceux qui nous regardent et ceux qui nous mhm. écoutent, à quoi ça ressemblerait une première séance de préparation mentale avec toi, par exemple? Alors, lors de la première séance avec moi, je fais toujours passer un test de préparation mentale qui, du coup, évalue beaucoup d'habiletés mentales différentes. C'est un peu la phase diagnostique, ce premier entretien où on fait passer le test et en même temps, évidemment, on parle aussi. Mais le test, il prend déjà vraiment presque toute la séance. Ensuite, et forcément aussi en partie parce que l'on a évalué durant la période de diagnostic, on va faire du coup cette phase plus de préparation mentale concrète. Et à la dernière séance, on refait passer le test pour évaluer du coup la progression. En tout cas, cette dernière séance, c'est toujours un moment beau à voir, on va dire, à la fois pour moi, mais aussi à la fois pour le sportif, de constater la progression qu'il y a pu avoir. D'ailleurs, sur la page accompagnement de mon site internet sportmental.fr, il y a un témoignage où je montre un exemple d'un sportif et des résultats au questionnaire qu'il a pu avoir entre la première et la dernière séance pour imaginer un peu plus pour les personnes qui nous regardent. Ouais, il me semble que c'est d'ailleurs un sportif américain. Oui, il faisait du soccer, du coup du football, Ouais, du football, ouais. et il est aux États-Unis. Ouais. Ok, ok. Ça fait longtemps que tu l'accompagnes? Du coup là on a fini, Ouais. mais je Enfin, ça pense faisait que longtemps? oui, je pense que l'accompagnement avec lui, il a duré 3 4 mois. Ok. Déjà, quand on a un accompagnement de cet ordre-là, c'est-à-dire 3 à 4 mois, on a déjà des signes et des résultats significatifs, enfin une évolution Oui, significative. oui, oui. Bah lui, en tout cas, il a eu une évolution très significative sur cette période. Après voilà, il n'y a pas de pression à se mettre à ce niveau-là et chacun évolue à son rythme. Mais de manière générale, en quelques mois de travail, oui, on peut obtenir des vrais résultats, hein. Vrai ou faux, Apas? Certains joueurs pensent qu'il faut être faible mentalement pour faire de la préparation mentale. Vrai, certains le pensent, mais faux. Je pense que chacun a progressé sur le plan mental et que voilà, il n'y a pas de niveau mental, on va dire, à partir duquel il faudrait faire de la préparation mentale et que c'est quelque chose qui peut apporter à tout le monde. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait être faible mentalement? Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on devrait tous être accompagnés, Mhm. quel que soit qui on est, parce qu'on a toujours à savoir et à grandir et à nous développer personnellement. Et je pense que tout le monde devrait pouvoir accéder à des séances de psychologie, de préparation mentale pour apprendre à se développer. Donc je pense sincèrement qu'il ne faut pas avoir une problématique profonde pour aller voir un préparateur mental. Du coup, on va passer à un outil. Qu'est-ce que tu as envie de nous présenter ce soir comme outil de préparation mentale? En fait, si tu veux, on peut distinguer un peu deux approches principales en préparation mentale. Ouais, La stratégie de contrôle des émotions et la stratégie d'acceptation des émotions. Les études scientifiques montrent de manière générale que la stratégie d'acceptation des émotions est plus efficace que la stratégie de contrôle des émotions. Du coup, moi j'aime, et puis même, voilà, moi particulièrement, j'aime bien pratiquer ça. Du coup, en fait, cette stratégie d'acceptation des émotions, elle est beaucoup basée sur la méditation de pleine conscience. mhm, Du coup, c'est cet outil que j'aimerais présenter. super. Alors en quoi ça consiste et à quoi ça sert dans l'e-sport, la méditation de pleine conscience? Très vaste question. Euh, Débrouille-toi avec ça. euh, alors, déjà, en quoi ça consiste? On peut distinguer la méditation de pleine conscience, où là, c'est vraiment l'acte de méditer, et la mindfulness, qui est quelque chose d'un peu plus large, et qui est le fait d'être un être mindful, donc un être qui est dans l'instant présent, qui est pleinement conscient en fait de ce qui se passe sur le moment T, sur l'heure actuelle. Un peu plus concrètement, alors généralement, on a ce qu'on appelle un objet attentionnel dans la méditation. Cet objet attentionnel, souvent, ce sera la respiration, parce que c'est un objet attentionnel assez facile et que tout le monde possède à l'intérieur de soi, on va dire. Mais ça peut être la webcam de votre écran, comme ça peut être aussi les sensations corporelles que vous pouvez ressentir ou encore les bruits que vous entendez. D'accord. Donc, Ok. Donc c'est pas donc que basé sur la respiration finalement, la méditation de pleine non, conscience. Comme on pas du pourrait tout, non. peut-être trop souvent le croire. Oui, non, c'est. En fait, la respiration, c'est juste un outil qui nous permet de pratiquer ça. Parce que, voilà, comme je disais, c'est un objet attentionnel assez facile, parce que c'est aussi un objet attentionnel qui, en fait, est en mouvement, étant donné qu'il y a l'inspiration et l'expiration. Et du coup, en fait, c'est un peu plus facile de garder son attention focalisée sur quelque chose qui est en mouvement, plutôt que quelque chose qui est stable. Comme par exemple, si je vous dis de fixer l'écran enfin, votre webcam sur votre PC, c'est un peu plus ennuyant, on va dire par le fait que c'est inanimé et que ça bouge pas. Ouais, au bout de 15 secondes, tu décroches généralement.
Ouais, voilà. Tu peux avoir soit le regard qui va partir ailleurs, soit des pensées qui vont t'arriver à l'esprit et du coup, tu seras plus pleinement concentré sur ta caméra. Alors, du coup, on a cet objet attentionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la méditation de pleine conscience, c'est avant tout un exercice de concentration pour apprendre à focaliser son attention Ouais, plutôt qu'un exercice de relaxation, comme certaines personnes pourraient le penser. Effectivement, ça peut avoir un effet relaxant sur l'instant T, mais l'objectif, lorsqu'on fait de la méditation de pleine conscience, c'est pas de se relaxer. Sinon, on fait une séance de relaxation. Et la relaxation et la méditation, c'est tout à fait différent. Parce que dans la méditation, on a plus cette posture d'observateur, où simplement on observe cet objet attentionnel, donc par exemple sa respiration, on l'observe comme si on était un être extérieur à soi qui était en train de s'observer, en train d'inspirer et d'expirer. Alors que dans la relaxation, là, on contrôle sa respiration. C'est pour ça que j'ai dit qu'avant, il y avait deux stratégies, la stratégie du contrôle et la stratégie de l'acceptation. Donc dans la relaxation, là, on contrôle sa respiration. On prend généralement des grandes inspirations et on expire encore plus longuement que le temps de l'inspiration. Comment ça marche la méditation et en quoi ça peut être utile dans l'e-sport? Donc on a notre objet attentionnel, donc généralement la respiration. Ensuite, on focalise du coup notre attention sur cet objet attentionnel, on l'observe. Inévitablement, notre cerveau va créer des pensées. Cette pensée, ça peut être par exemple, est-ce que j'ai bien fait tous mes devoirs? Ou encore, qu'est-ce qui m'attend demain au travail? Ou encore, est-ce que j'ai donné à manger à mon chat? Peu importe. Notre cerveau, il va créer des pensées qui vont du coup nous éloigner de cet objet attentionnel. Ils vont éloigner notre attention. Nous, notre travail quand on médite, c'est de prendre déjà conscience de la survenue de ces pensées parce que tout le monde n'est pas conscient de la survenue de ses pensées. Par exemple, à combien de personnes est-ce que ça arrive de prendre son téléphone instinctivement et de l'allumer et de cliquer directement sur Instagram ou je sais pas quelle application, sans avoir réellement conscience qu'ils ont eu cette pensée qui est survenue à leur esprit. On fait ça dans la méditation de pleine conscience, on se focalise sur l'objet attentionnel, inévitablement notre pensée et notre cerveau créent des pensées en fait et nous en décrochent. Et là, notre travail, c'est de prendre conscience de la survenue de ces pensées, de se dire, ok, mon cerveau m'a éloigné de mon objet attentionnel, sans se juger, sans se dire, ah mince, j'aurais pas dû décrocher de l'objet attentionnel. Juste, on observe les faits en fait sans les juger. On se dit, ok, mon cerveau m'a éloigné de mon objet attentionnel. On la laisse repartir de manière tout à fait naturelle, exactement de la même manière qu'elle est venue, sans se dire, ok, il faut que cette pensée, elle s'en aille. On la laisse repartir naturellement, exactement comme elle est venue et on redirige notre attention consciemment sur notre objet attentionnel. C'est en ça que la méditation, c'est un exercice de concentration. d'accord. Ok, donc là, je viens d'expliquer comment ça marche la méditation de pleine conscience. Est-ce que Donc c'est ça va, plus c'est de la assez clair pour toi? concentration que C'est de la ça, relaxation, on est d'accord. Enfin, pour ceux qui pensaient que la exactement. méditation c'était Exactement. assimilé à la relaxation, tout ça, non, c'est vraiment un exercice pour De apprendre à se concentration. concentrer et donc Exactement. améliorer sa concentration, in fine. Exactement. Du coup, effectivement, ça peut avoir un effet relaxant, mais c'est pas le but. Et c'est principalement un exercice du coup de concentration, effectivement. Du coup, maintenant, en quoi est-ce que ça peut vous permettre de devenir un meilleur joueur e-sport? Ici, on peut dire que l'objet attentionnel, de manière générale, quand on fait une game, ça sera. Alors, on peut choisir des objets vraiment spécifiques, comme par exemple, j'en sais rien, mon farm sur une partie, ou voilà, le fait de last hit des creeps, par exemple, dans League of Legends. Mais évidemment, c'est adaptable à tous les e-sports, à tous les types de jeux. Du coup, on a cet objet attentionnel. Mais si on veut en prendre un peu plus global, on peut dire que c'est la performance dans le jeu. Par exemple, lorsqu'on tilt, il va toujours y avoir des éléments qui vont nous éloigner de cet objet attentionnel. Comme par exemple, j'en sais rien, mon teammate, il a troll ou il a fait totalement n'importe quoi. Ou en tout cas, on va pouvoir vivre des émotions qui auront plutôt tendance à nous éloigner de notre objet attentionnel. Et du coup, le but, ça va être de faire exactement la même chose que dans la méditation, mais dans le jeu, appliqué dans le jeu, de ne pas juger ces émotions, ces pensées qui peuvent nous venir à l'esprit. Punaise, mon coéquipier, il fait vraiment n'importe quoi. Et qui du coup nous décentre de notre objet attentionnel. Et notre objet attentionnel, au final, c'est ça qui crée notre performance. Si on prend par exemple l'exemple de la state des creeps dans League of Legends. Et du coup, voilà, en fait, la méditation, c'est du coup un entraînement Mhm. à rester focalisé sur du coup notre performance. Et lorsque des éléments nous éloignent notre attention, notre pensée de cette performance, on s'entraîne en fait à ne pas les juger, à les laisser de côté d'une certaine manière et à refocaliser notre attention sur les éléments du coup qui sont utiles à notre performance. D'accord, ok. Bon, déjà c'est beaucoup plus clair et je te remercie pour toutes ces explications. Mais comment tu la pratiques? Parce que là, tu viens de nous expliquer très bien comment sur League of Legends, par exemple, ça pouvait se traduire, cette perte de concentration due à quelqu'un qui tilt ou même toi, et de reprendre derrière l'objectif pour lequel tu joues.
Mais concrètement, comment je pratique ça? Est-ce que je pratique directement dans le jeu ou est-ce que tu as des exercices spécifiques? Auquel cas, éventuellement, tu pourrais nous en donner un ce soir. Est-ce qu'on a des exercices spécifiques pour apprendre justement enfin, à méditer ou à être concentré? Il y a la pratique en tout cas de la méditation de pleine conscience, qui se fait du coup plutôt, traditionnellement on va dire, en position assise ou couchée, chez soi. Mais du coup après effectivement, comme je l'ai expliqué, le but c'est de transférer ces compétences qu'on va développer par cette pratique de la méditation de pleine conscience dans le jeu. Et du coup donc je viens d'expliquer en quoi ça se traduit un peu dans le jeu, par le fait du coup d'être capable de diriger son attention sur sa performance et de pouvoir plus facilement faire abstraction ou en tout cas accepter les éléments qui pourraient nous éloigner de notre performance. Alors, un exercice, oui, c'est faisable. Par contre, je ne sais pas si ça serait très pertinent pour les viewers, étant donné que, si tu veux, je peux t'animer une micro-méditation de 2 minutes, mais le plus intéressant pour les viewers, ça serait qu'ils le fassent du coup plutôt en même temps que toi, parce que regarder ça, c'est un petit peu ennuyant. Ouais, ouais, tout à fait. Bah écoute, même sur 1 minute, sur 2 minutes, Ouais, sur le temps que tu veux, juste pour donner déjà une idée, et pour ceux qui veulent le faire avec nous, c'est avec plaisir. Et de toute façon, sur YouTube, tu auras, enfin, ils auront l'occasion éventuellement de revenir sur précisément sur ce point-là pour éventuellement la faire à leur guise. Donc ouais, pourquoi ok, pas, ouais, ouais, vas-y, vas-y, moi je joue le rôle. ok. Si tu veux bien, du coup, Alex, je vais t'animer une séance de 2 minutes de méditation de pleine conscience. Très bien. Si tu veux, déjà, tu peux adopter une position assez noble, assez confortable. Mhm. Donc, idéalement avec le dos droit, avec les pieds à plat au sol. Et ensuite, tes mains, tu peux soit te les laisser ballantes, soit te les mettre sur tes jambes. C'est D'accord, comme tu préfères. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras me le dire. je suis prêt. Ok. Alors, toujours lorsque tu seras prêt, tu pourras fermer les yeux et concentrer ton attention, du coup, sur ton objet intentionnel qui va être ta respiration. Donc, simplement prends cette posture de l'observateur, comme si tu étais sur un petit nuage en train d'observer le Alex qui est resté présent sur Terre et que tu observais ta respiration, que tu observais l'air qui rentre et qui ressort de ton visage, de ton corps. Inévitablement, des pensées vont te venir à l'esprit. Par exemple, est-ce que le live se passe-t-il toujours bien? Est-ce que ma caméra est-elle encore bien allumée? Inévitablement, ces pensées vont te venir à l'esprit et t'éloigner de ton objet attentionnel. Lorsque ce sera le cas, simplement prends conscience de leur présence, de leur survenue, et sans les juger, laisse-les repartir pour focaliser à nouveau ton attention sur ton objet attentionnel. Très bien. Continue ainsi et prends éventuellement conscience de la survenue des différentes pensées qui pourraient te traverser l'esprit. Garde ton attention focalisée sur ta respiration, sur l'air qui rentre et qui ressort de ton corps. Observe-la simplement. Très bien. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras à nouveau ouvrir les yeux. Ok. Ça va toujours? Ouais, ça va très bien. C'est pas évident, effectivement, là, c'est des conditions un petit peu particulières, mais Ouais. j'ai eu du mal à garder mon objet attentionnel Mhm. à plusieurs reprises, puisque j'ai entendu le bruit de la vaisselle rangée dans la cuisine, et j'ai Ok. aussi bifurqué sur d'autres choses, Ok. effectivement sur le live, sur le Ok. direct, et Mhm. j'essaie de revenir, mais j'ai pris conscience. Ok.
Ouais, du coup, effectivement, tu parvenu à prendre conscience de tes pensées, ce qui est déjà, la première étape, en fait. Mais, par contre, j'ai du coup un petit peu l'impression que tu as jugé, la survenue de tes pensées comme si c'était, négatif que ces pensées, viennent, et que du coup, tu peut-être que tu disais: «Ah mince, j'arrive pas à rester concentré sur mon objet attentionnel». Ouais, ouais, quelque Du part, coup, il s'est passé ça, ouais. ouais. Du coup, ça, c'est un petit peu, l'erreur de beaucoup de pratiquants, je pense. D'accord? Parce qu'en fait, si tu veux, il faut plutôt les remercier d'une certaine manière, ces pensées qui viennent, te détourner de ton objet attentionnel, parce que c'est ça, en fait, qui t'entraîne et c'est ça tout, l'entraînement mental de la méditation, en fait, de, parvenir à, ramener son esprit sur son objet attentionnel lorsqu'il est parti. Mais s'il n'en part jamais, en fait, si tu veux ramener son objet attentionnel, ça pourrait être comme le fait de faire un curl, en musculation. D'accord? Comme une musculation du biceps, on va dire. D'accord? Du coup, en fait, si tu restes tout le temps concentré sur ton objet attentionnel, bah, tu t'entraînes pas à faire cet exercice, de concentration. Donc, voilà, Il faut qu'il y ait l'objectif ce c'est va-et-vient entre l'objet attentionnel et accueillir exactement, ses pensées, les accueillir simplement, elles viennent, et recentrer sur ton objet exactement, attentionnel. Voilà. Et exactement, pas y mettre de jugement sur c'est bien, c'est exactement, pas bien, ah mince, j'y arrive pas. Non, exactement. elles arrivent et tu essaies de les faire repartir comme elles sont venues, quoi. Oui, Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est super intéressant. Je te remercie pour nous avoir fait cette petite séance de méditation, en tout cas donner une image de ce que ça pourrait donner. Alors, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu as des conseils pour faire des séances méditatives? Je crois qu'on appelle ça comme ça. Quel support ils peuvent utiliser? Est-ce que tu as des tips de liens, d'applications? ouais, ouais. Alors du coup, moi, une application que j'utilise, bah, personnellement et aussi que je recommande aux sportifs avec qui je travaille, du coup, c'est l'application Petit Bambou. Du coup, il y a une version gratuite, mais ensuite, du coup, il y a 8 séances avec la version gratuite. Et ensuite, si jamais on veut aller plus loin, il faut du coup passer à la version payante qui est à 40 ou 45 € par mois pour 6 mois, pardon. Ouais, pour 6 mois, ouais. Euh, Sinon, moi-même, j'ai aussi créé du coup sur mon site internet des audios. Il y a un pack d'audio de préparation mentale et un pack d'audio de relaxation et de méditation, même si, comme je l'ai dit, Ah, c'est deux choses différentes. ouais, Du coup, il y a ça qui est en vente sur mon site internet. Mais sinon, plus généralement, vous pourrez en retrouver énormément sur YouTube, où là, c'est totalement gratuit. Par contre, là, il faut faire attention aux méditations que vous sélectionnez. Il faut rester du coup plutôt dans la méditation de pleine conscience et pas commencer à faire une méditation des 7 chakras ou de l'enfant intérieur, par exemple. Sinon, ouais. là, en tout cas, c'est plus de la méditation de pleine conscience. Bon, dans tous les cas, vaut mieux demander conseil. Donc, dans un premier temps, je mettrai les liens en description pour les vidéos, pour la vidéo YouTube. Donc, on mettra ton site où on pourra Mhm. retrouver donc ce pack d'audio en Ouais, préparation ouais. mentale, mais aussi en méditation Et relaxation. et relaxation. Ok. Et du coup, bah, j'imagine que tu es facilement joignable si on veut savoir sur quoi s'orienter et si tu vois, si on veut pas se tromper, si on veut de la relaxation, de la méditation en fonction de ce qu'on veut, je pense que tu es, accessible. Alors, tu es aussi accessible via la préparation mentale in-game. Vous pouvez évidemment contacter Marc sur mentalingame.com ou sur notre Discord directement. N'hésitez pas à vous inscrire à partir du site Mental in Game. Et donc voilà, bah écoute, le live va toucher à sa fin. Euh, donc tu nous as présenté aujourd'hui un outil de la préparation mentale qui sert donc à améliorer sa concentration, qui est donc la méditation de pleine conscience. Donc je te remercie. Est-ce qu'on peut te retrouver sur d'autres réseaux, comme Twitter par exemple? Je suis pas mal actif sur LinkedIn en ce moment. D'accord? Sinon, j'ai aussi une newsletter où j'essaye en tout cas d'envoyer un mail par semaine à mon audience. Si vous allez sur mon site internet, normalement, il y a une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir au bout de 40 secondes, quelque chose comme ça. Et là, en rentrant votre adresse mail, bah, déjà, vous recevrez un audio gratuit de préparation mentale que j'ai fait. Mais également, vous serez inscrit à ma newsletter et vous recevrez une fois par semaine environ un mail de ma part où j'y parle de préparation mentale. Bah, en tout cas, allez voir ça, puisque moi je vous dis, je suis inscrit à la newsletter de Marc et je peux vous dire qu'il y a du très beau contenu, donc n'hésitez pas, retrouvez-le sur son site internet, comment il s'appelle?
Sportmental.fr. Sportmental.fr, je mets tout ça en description. Merci Marc de nous avoir fait l'honneur de venir sur la chaîne Mental in Game. On se retrouve très vite pour d'autres lives et d'autres contenus autour de la préparation mentale. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Ciao. Salut. Tac.